Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Encore quelques personnes qui arrivent, on va les laisser s'installer tranquillement. Je vais du coup rapidement introduire la session. Donc, je m'appelle Xavier Delacour, je suis Solution Architect chez AWS depuis 3 ans maintenant. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Thierry Simonin. Donc c'est vraiment un honneur de l'avoir parmi nous. Donc Thierry Simonin, c'est le DSI d'une société lyonnaise qui s'appelle Chem1 et je le laisserai la présenter plus en détail quand ce sera son tour de parler. Qui a fait le choix de migrer une application critique sur AWS et je le laisserai vous expliquer tout ça. Donc la session d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous mettre en avant 7 points importants qui font que AWS est un différenciateur pour héberger vos données et vos applications critiques dans le cloud. Et on va commencer tout simplement par essayer de comprendre ce que c'est qu'une application critique, ou en tout cas comment est-ce qu'on voit une application critique de notre point de vue. Donc la première chose, c'est qu'une application critique, c'est une application sur laquelle vous allez avoir un impact fort financier. Si l'application ne marche pas, vous allez certainement soit donner des pénalités, avoir des SLA que vous devez tenir et donner des pénalités à des clients, soit être business critical, donc central à votre SI, et si l'application ne fonctionne plus, vous perdez de l'argent chaque minute. La deuxième chose, c'est qu'on va parler de disponibilité. Ça va être des centaines, des centaines de milliers potentiellement d'utilisateurs qui vont se connecter à cette application. Donc quelque chose qu'on va vraiment suivre de très près et on va voir comment est-ce qu'on peut améliorer cette disponibilité. La troisième chose, c'est la résilience. Comment est-ce qu'on ne perd pas de data? Comment est-ce qu'on s'assure que les données qu'on a stockées dans cette application critique vont continuer à exister et qu'on s'assure qu'on ne perdra jamais de données. Enfin, on va parler d'applications intégrées, comme je disais tout à l'heure, centrale au SI, quelque chose qui va être connecté, qui va avoir des entrées, qui va avoir des sorties, qui va être connecté avec plein d'autres systèmes de votre système d'information. Et donc quelque chose de critique, encore une fois, au sens envoi et réception d'informations. Ensuite, on va parler d'adaptabilité. Ce qu'on entend par adaptabilité, c'est que c'est une application qui va vivre et qui va être liée à votre business model. Donc quelque chose qui va soit évoluer parce que votre business grossit, et donc le nombre d'utilisateurs et toutes ces choses vont grossir, donc vous allez avoir adapté votre capacité, soit des nouveaux business models. Donc la nécessité finalement d'adapter votre modèle, donc si c'est un ERP, adapter vos process à vos nouveaux business models. Et enfin, quelque chose qui est fondamental, et on va commencer par ça d'ailleurs, la sécurité, qui est pour nous le job zéro, le point le plus important, s'assurer que vos données sont en sécurité, que les données critiques que vous hébergez dans votre application sont en sécurité, et c'est ça qui va définir une application business. Aujourd'hui, AWS s'est donné pour mission de supporter l'intégralité de ces workloads. Donc c'est comment est-ce qu'on vous met à disposition sur la plateforme des solutions pour chacun des workloads que vous souhaitez héberger. Donc comment est-ce qu'on va être capable d'héberger, que ce soit des solutions Microsoft, des solutions Red Hat, que ce soit des solutions de sécurité réseau comme F5, comme Cisco, que ce soit des solutions de base de données comme Teradata, des solutions de BI comme Tableau, vraiment vous mettre à disposition, encore une fois, des bases de données comme Oracle, vous mettre à disposition tous les systèmes et toutes les solutions software qui vont faire que vous allez pouvoir héberger ces applications critiques sur AWS. Et c'est l'enjeu, et c'est la mission que s'est donnée AWS, c'est de supporter tous ces workloads et de vous permettre, au jour le jour, de choisir sur étagère le déploiement de ces solutions sur la plateforme. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus sur 2 solutions principales. On va parler de SAP et on va parler d'Oracle. Et on va regarder comment est-ce que ces solutions, on est capable de les héberger et pourquoi est-ce qu'on va mieux les héberger sur la plateforme AWS. Donc je l'ai dit, on va commencer par la sécurité. La sécurité, c'est ce qu'on appelle chez AWS le job zéro. C'est la priorité numéro 1. On va faire en sorte de jamais réaliser un service si on n'a pas atteint le niveau de sécurité suffisant. On va s'assurer de vous fournir tous les composants de sécurité qui sont nécessaires pour que tout se passe bien sur la plateforme. Et c'est notre job, ça, de vous fournir ces aides. Pour ça, on va commencer par discuter d'un point fondamental et qui est quelque chose qui change vraiment la donne lorsqu'on commence à faire du cloud. C'est ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée. Le modèle de responsabilité partagée, il dit quoi? Il dit qu'AWS s'occupe de toute la partie jaune, donc gère la sécurité du cloud. Donc grosso modo, on gère la sécurité des data centers, on gère la sécurité, si on doit mettre une ligne fine, on gère la sécurité jusqu'à l'hyperviseur. Tout ce qui se passe en dessous de l'hyperviseur, c'est de notre responsabilité. Toutes les sorties réseau vont être bien sûr sécurisées, etc. Tout ça, c'est de notre responsabilité. Et ensuite, le client, on va lui mettre à disposition des solutions qui vont lui permettre de gérer la sécurité dans le cloud. Donc comment est-ce qu'on va sécuriser nos données? Par exemple avec des options de chiffrement, comment est-ce qu'on va être capable de faire ça sur la plateforme très simplement.
comment est-ce qu'on va sécuriser nos operating systems, comment est-ce qu'on vous met à disposition des solutions qui vous permettent d'automatiser le déploiement des patchs de sécurité sur vos operating systems. C'est tout ça qu'on va vous mettre à disposition et qui, par des simples déploiements sur la plateforme, vont vous permettre d'améliorer la sécurité de vos applications. Et bien sûr, les sociétés, les grandes sociétés, alors si on veut bien passer au slide suivant, c'est toujours l'effet... hop, ah, pardon, il y avait un petit message. Excusez-moi. Voilà, c'est mieux. Et donc on va pouvoir répondre aux exigences de sécurité de quasiment tous les types de sociétés. Aujourd'hui, on a mis en place des infrastructures qui permettent de répondre à des besoins de sécurité militaires, à des besoins de sécurité de banques stratégiques et systémiques, comme on les appelle. On va vraiment mettre en place la sécurité au plus haut niveau pour être capable d'héberger n'importe quelle typologie de workload sur la plateforme. Ensuite, nous avons certainement les data centers les plus audités en monde. Aujourd'hui, on a plus de 50 certifications et accréditations, puisque tout n'est pas certification, qui prouvent justement que vous êtes capable de répondre à tous les besoins qui vont être disponibles et dont vous allez avoir besoin dans votre secteur. Donc typiquement, si je fais référence à certaines certifications, ISO 27001, 27017, 27018, qui sont des certifications spécifiques au cloud, SOC 1, 2, 3, qui sont les versions gestion de data center aux États-Unis, on a toutes ces certifications qui vous permettent de vous rassurer sur l'installation de ces workloads dans le cloud AWS. Ensuite, vous allez bénéficier de points très importants, c'est les personnes de sécurité de la plateforme AWS. Vous avez accès à un support 24/7 qui vous permet tout simplement d'ouvrir un ticket et de vous rassurer sur les aspects sécurité, faire auditer éventuellement ces besoins et donc vous assurer que tout se passe bien sur votre VPC dans votre environnement réseau. Et enfin, on a des millions de clients qui aujourd'hui hébergent leur workload sur la plateforme et c'est aussi tirer parti de toute la sécurité qu'on a mis en place au fur et à mesure du temps pour héberger ces workloads pour ces clients. Donc ça c'était pour les options globales, mais bien sûr on a des réglementations spécifiques en France et on va essayer de les couvrir également et c'est pour ça qu'on a des réglementations sur la possibilité de vous garantir que la propriété intellectuelle de vos données vous est conservée, la possibilité de gérer depuis 2016 la protection des données personnelles grâce au Data Addendum, la possibilité d'être conforme GDPR en hébergeant vos workloads sur la plateforme AWS, et plus récemment, depuis janvier 2009, également la possibilité d'héberger des données de santé, puisque AWS a été certifié hébergeur de données de santé en janvier 2019. Donc ça, c'était pour d'un point de vue sécurité. Comment est-ce qu'on va vous accompagner? Qu'est-ce qu'on met à votre disposition pour pouvoir travailler sur ces sujets? Le deuxième point, ça va être la disponibilité. La disponibilité, c'est comment est-ce qu'on va s'assurer que votre workload il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et le premier point qu'on va voir, c'est tout simplement l'infrastructure qu'on vous met à disposition. Donc aujourd'hui, AWS vous propose 20 régions dans lesquelles vous allez pouvoir héberger vos workloads. Une région, c'est quoi? C'est un cloud AWS autonome. Donc c'est un cloud AWS autonome qui va contenir tout ou partie des services AWS qui sont mis à votre disposition et qui vont chacun posséder ce qu'on appelle des zones de disponibilité. Donc dans une région, vous allez retrouver entre 2 et 3 zones de disponibilité. Et une zone de disponibilité, c'est quoi? C'est un cluster de data center. Donc lorsque vous allez héberger vos workloads sur la plateforme AWS et que vous allez choisir le déploiement dans une région sur des zones de disponibilité, vous allez automatiquement répartir ce workload, lorsque vous faites de la haute disponibilité, de la HA comme on appelle ça, sur plusieurs zones de disponibilité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds un data center, j'ai un autre data center qui continue à fonctionner et qui me permet de basculer mon workload entre les deux zones. Tous les petits points roses que vous voyez sur la carte, ce sont également nos points d'accessibilité. Donc si vous avez besoin de donner accès à vos données depuis n'importe où dans le monde à vos utilisateurs, tous les petits points roses, ce sont finalement un CDN, un service qu'on appelle CloudFront, qui vous permet de limiter la latence entre ces points de connexion et la région AWS que vous avez choisie. À noter 4 régions qui sont en construction et qui vont bientôt arriver. Pour ne pas les louper, je les lis: Bahreïn, Cape Town, Hong Kong et Milan. Qui a été annoncé en fin d'année dernière. Donc toutes ces régions seront bientôt disponibles et on aura donc 24 régions mises à votre disposition. La deuxième chose, c'est l'aspect réseau. Toutes ces régions proposent des réseaux redondants 100 gigabits, donc à l'intérieur de la région ou de la zone de disponibilité. Vous avez la possibilité de profiter de ce réseau et également d'un réseau privé qui relie en fait toutes ces zones de disponibilité. Donc si vous avez des besoins de transfert entre vos régions, vous avez la possibilité de profiter de tout ce réseau en blanc
Bon, je continue, ne vous inquiétez pas, j'entends presque pas. Vous avez la possibilité en fait de profiter de ce réseau en blanc dessiné sur la carte qui vous permet tout simplement de maximiser la vitesse de transfert entre les différentes régions et de diminuer la latence que vous allez avoir entre ces différentes régions. Le troisième point, ça va être la résilience. La résilience, c'est quelque chose qui va passer par le support de la plateforme que vous utilisez. Donc le premier point, ça va être de mettre à disposition un Enterprise Agreement. Donc ça, c'est quelque chose, lorsque vous allez héberger un workload critique sur la plateforme, vous allez certainement vouloir signer un contrat spécifique AWS pour discuter de ces sujets. L'Enterprise Agreement est une solution pour qu'on puisse définir ensemble tout simplement comment est gérée la souveraineté de vos données, à quelle régulation vous voulez répondre, et renforcer cet aspect de propriété intellectuelle et vous garantir que bien sûr vos données restent vos données. Encore une fois, sur la plateforme, nous n'avons pas accès à vos données, et que la propriété intellectuelle de ces données reste la vôtre. Ensuite, on va avoir besoin certainement de monter un pont entre vos data centers on-premise et la plateforme AWS. Et pour ça, on a un service qui s'appelle Direct Connect, qui est un lien privé qui vous permet de monter un réseau entre la plateforme AWS et vos data centers on-premise. Vous allez également avoir accès, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, au support, mais également à un support entreprise. Donc lorsque vous hébergez des workloads critiques sur la plateforme, on va vous engager à utiliser ce support entreprise. Ce support entreprise, il vient avec ce qu'on appelle un Technical Account Manager. Donc c'est une personne qui fait quasiment partie de votre équipe, une personne qui va vous aider à vérifier en permanence vos aspects architecture, vous aider à manager également les aspects coûts dans l'utilisation du cloud AWS. Et donc c'est quelqu'un qui rejoint votre équipe quelque part et qui vient vous aider à travailler sur ces sujets. Et enfin, Amazon a mis en place sur la fin d'année dernière de très nombreux SLA, et donc reposer vos workloads sur des solutions comme EC2, notre système de gestion d'instances, c'est profiter d'un SLA de 99,99 sur ces machines qu'ils exécutent. Et bien sûr, on avait dit qu'on parlerait d'Oracle et SAP. Le premier point, c'est que les solutions Oracle sont supportées sur la plateforme AWS et quasiment toutes les solutions sont aujourd'hui certifiées par Oracle sur AWS. Donc on retrouve tous les ERP que vous connaissez très bien, donc eBusiness Suite, PeopleSoft, Siebel, JD Edwards, aussi bien que les applications les Oracle Application Development, donc tous les outils qui vont vous aider à développer des applications sur la plateforme Oracle, comme Oracle Application Express, mais aussi les solutions spécialisées, donc tout ce qui est data warehouse management, tout ce qui est transportation, tout ce qui est site de e-commerce. Donc toutes les solutions Oracle aujourd'hui sont certifiées et validées pour tourner sur AWS. Et bien sûr, le pendant est vrai pour les solutions SAP. Donc toutes les solutions SAP Business Solutions sont validées pour tourner sur AWS. Toutes les solutions de technologie mobile et de base de données sont également validées. Et toute la partie OS et DB Platform a également été validée par SAP. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on va migrer? Parce que bien sûr, emmener ces applications, c'est un projet, et je pense que Thierry pourra nous expliquer quel a été le sien. L'idée vraiment derrière, c'est comment est-ce qu'on va vous aider à migrer. La première chose, c'est que pour migrer, on va avoir besoin de partenaires. Donc on va forcément faire appel à un réseau de partenaires qui va nous permettre de simplifier la migration et de s'appuyer sur les compétences de ces partenaires et sur les migrations qu'ils ont déjà réalisées pour vous aider à migrer vers le cloud. Donc vous avez deux typologies de choses qui sont à votre disposition. La première, c'est le Partner Network, dans lequel vous allez retrouver toutes les personnes qui sont capables de vous aider en termes de consulting ou en termes de consulting technique sur les migrations. Et puis bien sûr, sur la Marketplace, ce qu'on a vu en amont, on est capable aujourd'hui de vous permettre de faire tourner sur la plateforme quasiment toutes les solutions du marché. Et sur la Marketplace, vous allez trouver sur étagère des capacités de déployer tous les workloads qu'on a vus en un clic sur la plateforme AWS. Et bien sûr, on n'en reste pas là, on vous aide également dans ces migrations côté AWS. Donc tout d'abord, on va vous amener des méthodes de migration, et on verra dans les slides suivants comment est-ce qu'on peut vous accompagner sur Oracle et sur SAP. On va également vous mettre à disposition des outils qui vont vous aider à migrer sur la plateforme AWS. Donc choses qui vont nous aider à automatiser les process de migration. Le réseau de partenaires, on en a déjà parlé. Également nos professional services, donc les consultants AWS qui vont vous aider dans votre mission et qui vont venir avec vos partenaires, si vous le souhaitez, vous aider à réaliser cette migration. Et bien sûr, il peut y avoir des investissements d'AWS. Ça, c'est à discuter avec vos account managers et ce sera avec plaisir. Et puis bien sûr, des capacités de formation. C'est un point très important lorsqu'on va dans le cloud. Le premier changement, c'est la technologie qui change. On retrouve tous les métiers, mais ils changent. La façon dont on les réalise, en fait, finalement, change. Et on va vous encourager à vous certifier et à vous former sur la plateforme.
Et enfin, une offre qui est toute neuve et encore en bêta, qui s'appelle AWS Managed Service. AWS Managed Service, c'est une offre qui vous permet tout simplement d'avoir la gestion de l'infrastructure, donc tout ce qui est le run de votre infrastructure, managé par AWS, et on top, votre partenaire vient installer les solutions sur la plateforme AWS. Côté SAP, aujourd'hui, la problématique, si on doit la présenter comme ça, c'est que d'ici 2025, 100% des clients devront avoir déplacé leur workload. Donc ça, c'est un point qui est très important, mais on a un commitment fort de la part des SAP. Et SAP a compris que les clients voulaient aller dans le cloud, a compris que c'était important de s'adosser à des partenaires pour réaliser tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus de 10 ans, aujourd'hui 11, de partenariat en fait, entre SAP et AWS qui nous permettent de vous dire que la plateforme va vous permettre d'héberger vos workloads. Donc c'est quelque chose qui a commencé tout simplement par SAP en tant que client d'AWS. Et aujourd'hui, la mise à disposition d'environnements toujours plus gros pour s'adapter tout simplement à tous les besoins que vous avez sur la plateforme. Et justement, en approche de migration, on a un programme qui s'appelle FAST, qui vous permet tout simplement d'accélérer vos migrations SAP vers AWS à l'aide d'outils qui sont mis à disposition par SAP, qui s'appellent DMO avec System Move, si on doit rentrer dans les détails, qui vont vous permettre tout simplement de prendre votre workload de production et de le déplacer de façon la plus simple possible vers la plateforme AWS. Et je laisserai Thierry en reparler, puisque c'est exactement le type de programme que Thierry a utilisé avec notre partenaire Teamwork et Core Expert par Teamwork sur le déplacement de ces données sur la plateforme AWS. Donc voilà, une solution et un programme sur lequel AWS vous accompagne pour prendre vos données de production, transformer votre ECC en SAP HANA sur la plateforme AWS en one shot. Alors on fait plusieurs tests, bien sûr, avant de le faire, mais l'idée c'est de pouvoir faire cette migration une fois. Et bien sûr, sur Oracle, on a également des solutions qui vous aident à réaliser des migrations. Donc, suivant ce que vous voulez obtenir, donc migrer votre base de données Oracle sur une solution managée, migrer votre base de données Oracle sur une VM, on va tout simplement choisir différents outils. Donc, un premier qui vous est mis à disposition et sur lequel on reviendra rapidement juste derrière, c'est DMS, qui est Database Migration Service, qui est un service qui vous permet tout simplement de prendre une base de données et de transférer son schéma et ses données vers la plateforme AWS de façon complètement managée. Et vous allez pouvoir bien sûr utiliser plusieurs stratégies de migration, soit en faisant du data pump, soit en exportant de la donnée vers S3 et en la réimportant vers vos bases de données. Ça c'est pour du RDS. Et pour la partie OracleDB sur les instances EC2, on va avoir accès à du DataGuard évidemment, ou du Herman, suivant ce que vous souhaitez utiliser. Et donc on parlait d'outils de migration. Ces outils de migration, ils sont de plus en plus intégrés, notamment dans une partie qui s'appelle l'AWS Migration Hub. L'AWS Migration Hub, c'est quelque chose qui va centraliser et vous donner un portail de l'intégralité des migrations qui sont en cours depuis vos prémices jusque vers AWS. Le premier service qui va remonter dedans, c'est AWS Server Migration Service. C'est un service qui vous permet tout simplement de prendre une VM qui s'exécute chez vous et de la recopier vers le cloud AWS et également de gérer le différentiel si cette VM continue à vivre dans vos prémices. Donc vous faites une première copie vers la plateforme, ça vous crée côté Amazon ce qu'on appelle une AMI, grosso modo l'image de votre instance prête à être redémarrée côté AWS. Et si des modifications surviennent côté prémices, on va copier le différentiel sur la plateforme AWS et recréer une nouvelle AMI prête à être exécutée. On a parlé de Database Migration Service, je ne reviens pas dessus. Deux autres outils également qui sont mis à disposition sur la plateforme, Cloud Endure. Donc il y a une start-up israélienne qu'on a rachetée il n'y a pas très longtemps et qui maintenant est intégrée à l'AWS Migration Hub. Cloud Endure, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de faire de la réplication bloc à bloc entre vos prémices et la plateforme AWS. On allume une machine de chaque côté et on recopie en temps réel tout ce qui se passe en prémisse et on recopie ça côté AWS. AT-Data, c'est une solution qui fait quasiment exactement la même chose, un petit peu différemment, mais qui vous permet encore une fois d'être centralisé dans ce AWS Migration Hub et d'avoir une vision sur toutes les migrations qui sont en cours dans votre data center. Et puis bien sûr, si on fait tout ça, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est qu'on va aussi avoir des gains financiers. Donc on peut déjà être à peu près sûr que lorsqu'on va prendre un workload critique et le migrer sur AWS en lift and shift, donc sans le transformer, juste en le posant sur la plateforme, on va déjà avoir un gain. Mais surtout, on va avoir plein de mécanismes qui vont nous permettre d'améliorer encore le TCO global, donc que ce soit par changement des types d'instances, parce que souvent on ne va pas vouloir prendre de risques et prendre le même type d'instance que vous avez en prémisse sur la plateforme AWS. On va pouvoir faire du right-sizing, c'est très facile de changer la taille d'une instance juste en redémarrant votre workload sur la plateforme AWS.
Essayez d'améliorer l'élasticité, c'est pas toujours possible hein, avec des workloads qui sont un peu monolithiques, mais essayez de travailler sur ces sujets-là d'élasticité. Améliorer le monitoring, améliorer le mesurement de ce monitoring. Et puis du coup arriver à une solution où on a optimisé sur la partie EC2 et on a encore fait plus de gains par rapport au lift and shift. Et ensuite, l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer éventuellement ce système, peut-être le découper en parties, ça dépend complètement du logiciel que vous utilisez, mais aller vers des technologies serverless ou d'optimiser le stockage, etc., qui va nous permettre de monter vers un coût de TCO vraiment beaucoup plus faible par rapport à on-premise. Et bien sûr, la plateforme, on a parlé tout à l'heure d'intégration, donc la plateforme, il faut qu'elle soit intégrée. On a parlé de Direct Connect, qui nous permet de monter des liens entre vos prémices et la plateforme AWS. Et aujourd'hui, en fait, avec Intel, on a 10 ans de travail commun qui nous permettent de vous mettre à disposition tout un ensemble de typologies d'instances certifiées par SAP. Donc vous avez la petite étiquette qui vous dit les familles d'instances dans lesquelles on a les certifications, qui vous permettent vraiment de choisir la bonne taille pour le bon workload sur la plateforme AWS. Et ça nous a permis, il y a maintenant 3 ans, de sortir un premier type de machine qui s'appelle les X1, qui sont des machines qui vont jusqu'à 2 Tera de RAM. Donc bien sûr, c'est vraiment orienté pour des workloads type SAP HANA, qui nous permettent du coup, avec Intel, d'avoir des machines jusqu'à 2 Tera qui permettent d'exécuter des workloads à très forte volumétrie en in-memory sur la plateforme. Et on a mis à disposition en septembre 2017 une deuxième typologie de machines, les X1E, qui sont finalement une déclinaison des X1, mais qui partent de 122 Go de RAM sur la plateforme jusqu'à 4 Tera. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a continué à travailler avec Oracle et avec Intel, et on a continué à travailler sur ces sujets. Et ça nous a permis tout simplement d'arriver à ce genre de graphe, donc qui nous permet de vous mettre à disposition à partir de 244 Go de RAM jusqu'à 48 Tera de RAM sur la plateforme. Donc avec l'introduction en fin d'année dernière des machines 6, 9 et 12 Tera, donc des machines quasiment physiques, mais qui utilisent exactement les mêmes API AWS sur la plateforme. Et donc ces workloads nous permettent, ces machines nous permettent d'héberger des workloads, comme je l'ai dit, de 6, 8 et 12 Tera. Et on a eu la validation il y a quelques semaines du premier de la nouveauté sur SAP ECC, donc sur SAP S4HANA, la capacité de faire du scale-out jusqu'à 48 Tera sur ce type d'environnement. Donc ni plus ni moins, ce sont 4 machines de 12 Tera qui vous sont mises à disposition. Et donc plutôt que de faire du scale-up sur ECC comme on a l'habitude de le faire, avoir la capacité de faire du scale-out et de répartir votre workload sur 4 machines. Ça nous amène à ce tableau qui représente toutes les machines qui aujourd'hui sont certifiées par SAP. Donc on commence à en avoir quelques-unes. En l'occurrence, c'est 42 instances. Je regarde à chaque fois le chiffre parce qu'il change en permanence. Donc 42 instances qui sont à votre disposition et qui vous permettent de choisir les bonnes tailles de machines, que ce soit pour vos application servers ou que ce soit pour vos bases de données, et vraiment adapter le workload et le nombre de SAPs à ce que vous avez besoin de réaliser sur la plateforme AWS. Donc vraiment tout un ensemble de machines qu'on a pu créer avec l'aide d'Intel sur ces réponses. Et bien sûr, Oracle n'est pas en reste, donc on a travaillé dur avec Oracle pour vous permettre d'avoir aujourd'hui des solutions RDS où vous allez pouvoir monter jusqu'à 32 Tera de stockage sur la plateforme et utiliser les machines X1 qu'on a vues juste avant pour héberger vos plus grosses bases Oracle. Donc si vous avez des bases Oracle qui nécessitent d'avoir énormément de capacité en RAM, vous allez avoir la capacité d'utiliser ces machines X1 sur vos applications Oracle, donc sur les applications qui sont citées ici, Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, etc., sur la plateforme AWS. Encore une fois, l'idée d'utiliser RDS, c'est l'aspect management qui va vous être fourni, donc pas de management d'infrastructure, un provisioning quasiment instantané, en quelques minutes on a un Oracle qui est up and running sur la plateforme. La capacité de scale up and scale down, comme je l'ai dit tout à l'heure, changer la taille d'une machine, c'est juste faire un reboot sur la plateforme, donc c'est vraiment cette capacité qu'on vous met à disposition. Et 2 choix de typologie de licence que vous allez pouvoir utiliser, soit de la licence incluse, on vous fournit les licences dans le coût d'utilisation du service, soit en apportant vos licences sur la plateforme AWS. Et donc pour les solutions Oracle, plein de solutions encore une fois à votre disposition, donc avec les machines X, comme on l'a dit, les X1, X1E qui sont à votre disposition pour héberger les plus grosses instances, mais également les machines M et les machines R, donc les familles de machines qui vous permettent d'héberger tous vos workloads sur la plateforme. Avec les validations qui vont avec, donc Oracle Business Suite est validé sur un tiers DB EC2, donc pas sur RDS. Par contre pour la partie PeopleSoft et Siebel, vous avez le choix entre RDS et EC2 à votre disposition.
Et pour faire tout ça, pour vous mettre à disposition ces nouvelles instances, on a travaillé à mettre en place un nouvel hyperviseur qui s'appelle Nitro. L'objectif de cet hyperviseur, c'est tout simplement d'offloader de la machine toute la partie gestion réseau et toute la partie système contrôleur de l'instance qui exécute vos workloads. Donc tout ça en fait est externalisé dans un boîtier qui est sous l'hyperviseur et qui nous permet de vous donner toute la force en fait de la plateforme, toute la force de l'instance et de la mettre à disposition pour maximiser encore une fois la capacité de vos workloads sur la plateforme. Un point qui nous tient à cœur, bien sûr, c'est qu'en amenant vos workloads sur la plateforme, vous allez également vous ouvrir la porte à l'innovation. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que sur la plateforme, on vous met à disposition tout un ensemble de services d'intelligence artificielle qui vont vous permettre, que vous soyez développeur, que vous soyez data scientist ou que vous soyez complètement novice dans l'intelligence artificielle, d'utiliser ces services pour enrichir finalement le fonctionnement de vos applications critiques. Donc tout ça repose sur un aspect framework, infrastructure, dans lequel on va être capable de vous mettre à disposition des grosses machines avec des GPU pour entraîner des modèles de machine learning. Un deuxième niveau qui va vraiment être orienté service, où on va vous mettre à disposition des services qui vont permettre d'entraîner ces modèles de façon complètement managée, même d'aller jusqu'à leur déploiement en production, encore une fois de façon complètement managée. Et ce qu'on appelle également les application services, donc des API qui sont sur étagère. Vous souhaitez faire une reconnaissance d'image sur une image qui arrive dans votre ERP au moment où vous créez un produit, et bien vous allez pouvoir le faire à travers de l'intelligence artificielle et faire une reconnaissance de l'objet qui est sur cette plateforme, juste avec un appel d'API. Et tout ça s'intègre très bien avec la façon dont on déploie des applications comme SAP ou comme Oracle sur la plateforme. Tout ceci et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant repose sur le socle d'infrastructure que vous avez ici, les machines EC2, l'aspect réseau avec Amazon VPC, le stockage avec EBS, S3 pour tout ce qui est stockage et tout ce qui est archivage qu'on va vous mettre à disposition. Donc tout va reposer en fait sur ce socle d'infrastructure, la foundation layer comme on l'appelle. Au-dessus de ça, on va venir installer votre applicatif, donc que ce soit encore une fois de l'Oracle, que ce soit du SAP. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez amener votre CC tel quel, faire votre migration vers S4HANA ou BW4HANA sur la plateforme. Même chose pour Oracle, même chose pour SQL Server éventuellement si vous souhaitez migrer vers de l'ANA, parce que, encore une fois, d'ici 2025, vous aurez ce choix à réaliser. Et on top de tout ça, on va pouvoir utiliser tous les services à forte valeur ajoutée, donc tous les services d'intelligence artificielle, mais aussi des services de queuing, des services des services de containers que vous pouvez utiliser sur la plateforme, des services de data warehouse que vous allez pouvoir utiliser en complément de vos données. Donc vraiment vous mettre à disposition tout un ensemble de services, d'analytics ou encore une fois de containers que vous allez pouvoir utiliser sur la plateforme. Et bien sûr, en termes de SAP, SCP tourne majoritairement sur AWS, le nombre de services à disposition sur SCP augmente en permanence sur la plateforme AWS, et le gros intérêt derrière, c'est la capacité finalement de travailler sur SCP, mais aussi de travailler en binôme avec la plateforme AWS, et à travers des solutions d'API, de vous mettre à disposition depuis la plateforme SCP tous les services d'intelligence artificielle, d'analytics, de big data de la plateforme AWS. Donc vraiment une capacité de discussion et d'échange de données entre ces deux plateformes qui est très importante et sur laquelle on travaille fort avec SAP. Et un dernier point sur lequel on veut insister, c'est l'expérience. Aujourd'hui, Gartner nous a élus 8 ans d'affilée comme étant leader sur la partie IaaS, sur leur Magic Quadrant. On est quelques jours trop tôt pour avoir le 2019. On a hâte de voir comment est-ce qu'on est positionné. Donc voilà, c'est un point très important. C'est encore une fois pas nous qui le disions, c'est Gartner qui le dit, que nous sommes aujourd'hui leaders sur le IaaS. Et puis bien sûr, des clients qui ont migré, donc des centaines de clients, des milliers de clients qui ont migré leurs applications Oracle sur la plateforme AWS, et même chose sur la plateforme SAP, où on a toute typologie de clients, toute typologie d'entités qui ont été capables de migrer sur la plateforme. Et je vous laisse regarder rapidement le petit logo qui est tout en bas. Ici, c'est Kemwan qui a réalisé sa migration, et je lui passe la main. Merci beaucoup Thierry d'être là. Bonjour à tous, je suis ravi de venir présenter notre migration SAP sur AWS.
Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement Chem1. Donc Chem1 est une société issue de la chimie française, Total, Atofina, etc. C'est une émanation du groupe Arkema, créé en juillet 2012, sur une sous-partie de la chimie, donc qui correspond à la chlorochimie. Chem1 fait du PVC, donc à l'origine de l'ensemble du plastique nécessaire pour tout ce qui est utilisé dans l'automobile et dans le bâtiment. Aujourd'hui, Chem1 est une société de 1300 personnes, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, 8 sites industriels, une société essentiellement française, avec une expérience relativement vieille. Une société qui a déjà beaucoup vécu parce qu'on a failli être en dépôt de bilan dans les années 2013-2014. On a été repris par un industriel franco-autrichien qui s'est occupé de nous et donc depuis début 2014, on est sous sa dépendance et on a repris un peu du poil de la bête et aujourd'hui, on est une société profitable. Donc rapidement, donc une société essentiellement franco-française, 7 sites industriels en France, 1 en Espagne et quelques entités commerciales dans le reste de l'Europe. Voilà pour Chem1. Je viens plus vous parler de notre migration SAP derrière. Juste pour donner quelques éléments de chiffrés, sur SAP, on a 900 utilisateurs. Donc 900 utilisateurs pour une société de 1300 salariés, en sachant qu'on marche en 24/7. Donc si vous ôtez tous les postés, tout salarié de Chem1 qui n'est pas posté a un compte SAP. Donc SAP est une application extrêmement importante. Tous les processus de l'entreprise tournent sur SAP, que ce soit la logistique, la vente, la finance et une partie de la production. Donc c'est un système extrêmement important. Donc quelle est notre histoire et pourquoi on est parti sur AWS? Le point de départ, c'était la nécessité de migrer sur HANA. Donc on voulait migrer sur HANA d'une part parce que notre système commençait à être un peu vieux et vétuste, hein, je pense comme les uns et les autres. On avait une vieille version de CC. On avait un système qui était hérité d'Arkema en juillet 2012 et qui n'avait pas vécu depuis notre séparation, avec donc beaucoup de briques historiques, beaucoup de briques vieillissantes et nécessitant d'être évoluées. Résultat, on ne pouvait pas vraiment bénéficier des nouvelles fonctionnalités des SAP. Et puis, on se traînait de nombreux spécifiques dont certains, on n'utilisait même pas. Le deuxième élément, c'est qu'on souhaitait aussi se séparer d'Oracle. On avait des coûts de maintenance très importants puisqu'on avait une licence full. Donc, ce qui faisait qu'on avait à peu près 80% de coûts de maintenance SAP en maintenance Oracle en plus. Donc, ça nous générait des coûts importants. Et puis, en plus, on a eu quelques soucis lors de notre redressement judiciaire sur le respect de nos licences Oracle. Donc, il y avait un souhait de l'entreprise de se séparer de ce fournisseur. L'élément suivant, c'est qu'il y avait évidemment la nécessité de répondre aux besoins métiers. D'une part sur du reporting, d'autre part sur la croissance du business, mais même sur des choses toutes simples comme le fichier d'écriture comptable qui aujourd'hui était un spécifique dans notre système et sur lequel on voulait se remettre au standard. Le point suivant étant effectivement notre infrastructure et puis enfin on voulait tirer parti de l'évolution du marché, tirer parti soit de nouvelles machines, soit de cloud qui correspondaient à des solutions offertes par le marché sur lesquelles on ne tirait pas parti avec un data center propre en nous. Donc le point qu'il faut retenir, c'est que quand on se pose la question d'une migration ANA, on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas que migrer sur une base de données ANA. De facto, vous tirez par le haut l'ensemble de votre applicatif, et puis par le bas, vous tirez l'ensemble de vos données en dessous. Ce qui fait qu'au point de départ, alors qu'on voulait juste faire un changement de base de données, on se retrouve avec un projet de transformation totale des couches basses d'infrastructure jusqu'aux couches les plus hautes au niveau de notre système SAP et l'interface homme-machine. Donc derrière, on a voulu traiter ce projet dans sa globalité avec une étude complète de refonte de notre data center. Donc on a fait une étude en 2017 avec Nicolas, qui est ici présent de Teamwork, pour essayer d'étudier nos opportunités de migration sur HANA. À l'époque, on était ouvert, on a fait l'étude sur 2 scénarios, un scénario on-premise, un solution cloud, logiquement. Et très vite, l'évidence du cloud est arrivée assez rapidement. D'une part, on a une DSI très légère. Hein. On est une quinzaine de personnes dans la DSI. On a externalisé la totalité de nos services opérationnels. On a des contrats de MCO avec des sociétés diverses et variées. Donc on n'avait pas de problématique de transformation interne forte. Deuxièmement, ça nous a apporté une très forte flexibilité. On en a parlé tout à l'heure. On avait une solution qui était très orientée service, qui correspondait à nos besoins, plutôt qu'être orientée gestion de l'infrastructure. Et a priori, en amont de cette étude, il y a le micro qui est en train de se presser la gueule, a priori, voilà, au niveau des coûts,
m'entendez au fond? Oui. Donc je disais qu'a priori, on avait des coûts qui sont nettement moins importants. Voilà. Et puis, donc on a fait un appel d'offres, et suite à cet appel d'offres, le choix d'AWS a été fait. D'une part, ça a été la solution la moins chère, avec des coûts qui à l'époque étaient bien estimés, même si le modèle est compliqué, et je vous confirme, le modèle est compliqué à gérer. Néanmoins, il est d'un coût très intéressant. On avait la possibilité d'accueillir notre data center, la totalité de notre data center à échéance, et ça c'était extrêmement important. On ne voulait pas uniquement faire une étape sur SAP, il était important que pour avoir les gains totaux, on puisse migrer la totalité de notre data center. Donc dès l'appel d'offres qu'on a fait sur la partie SAP, on a tout de suite regardé la totalité de la solution. SAP, AWS est clairement le leader de l'hébergement cloud, avec beaucoup de flexibilité, énormément de services à apporter. Et puis en plus, et là je pense que c'est un point extrêmement important, on avait un partenaire qui est CoreExpert by Teamwork, qui a répondu à l'appel d'offres et qui nous a permis de gérer cette complexité AWS. AWS, c'est une grosse machine avec énormément de clients. Nous, on est quand même tout petit. Il était important qu'on soit capable d'avoir quelqu'un qui a la connaissance et la compétence pour pouvoir nous accompagner, ce qui était clairement le cas de CoreExpert, qui nous a permis de nous accompagner sur ce projet-là. Donc le projet a été lancé, les premières étapes relativement simples, on a préparé, on a mis en place les socles de base et on s'est attelé à notre migration SAP pour plus tard, et on en parlera tout à l'heure, lancer la deuxième partie avec la migration totale. Donc on va parler un petit peu SAP 3 minutes. Le contexte de notre migration, on a deux paysages SAP, un ECC sur une version 6.05, un vieux BW sur une version 7.01. Donc l'objectif de cette migration et cette montée de version, c'est de faire à ISO fonctionnalité avec uniquement de la non-régression. Avec quelques petites exceptions, on a profité de l'opération pour mettre en place du SAP Fiori pour une partie qui n'était pas transportable, la partie note de frais qui n'était pas transportable parce qu'on utilisait le portail SAP, donc il n'était pas transportable dans la nouvelle version. Donc on a mis en place le SAP Fiori. Et puis il fallait bien évidemment assurer cette migration en minimisant le temps de downtime le plus court possible et en faisant participer l'ensemble des experts du projet. Donc la méthodologie, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a profité du projet pour assurer un petit nettoyage de nos environnements. On avait pas mal d'environnements divers et variés. On a profité pour aller sur une solution propre, une sandbox, une dev, une cal, une prod, pour pouvoir avoir un système relativement simple en assurant la continuité de service. On avait par ailleurs un content server et un solution manager qui ont été aussi transportés en copier-coller des environnements sans évolution majeure. Donc rapidement, le paysage cible en 6.05 sur ECC, 7.01 en SAP avec une brique Enterprise Portail qu'on migre en 6.08 sur ANA et en BW 7.05. Donc une solution, un environnement solution propre. Donc voilà. Le projet en lui-même, c'est un projet qui a été fait en 6 mois, 1 mois de préparation, 2 mois de tests et validation, on va plutôt dire 2 mois et demi, 2 mois de migration et derrière 1 mois et demi de post-glave et d'optimisation. Donc un projet relativement rapide, sans souci majeur, avec ces 4 étapes principales. Techniquement, on a fait ce qu'on a été présenté tout à l'heure. On a fait un SUMDMO avec un downtime. Juste en termes de volume, notre base de données, ECC, elle faisait un Teras 1 sur Oracle. On est descendu à 800 gigas sur ANA. La partie SAP, la partie BW faisait 600 gigas. On est descendu à 320 parce qu'on a fait du nettoyage au passage, parce qu'il y avait pas mal de données non utilisées. Donc la totalité du volume, on les a transférés dans le week-end à l'aide d'un accès VPN. On a une extension de notre data center sur une ligne à 250 mégas et ça a duré au total 5h30, 6h. Donc la totalité du week-end. Donc dans notre time, on avait décidé d'arrêter du vendredi midi au lundi midi en amont du projet. En fait, comme on avait communiqué ça, on a respecté ça, mais en fait, on aurait pu faire plus court. On aurait pu faire du vendredi soir au lundi matin. D'ailleurs, on a démarré 2 heures plus tôt, parce qu'on avait annoncé un démarrage le lundi à midi et on a démarré finalement à 10h. Voilà, donc je ne rentre pas trop dans le détail, mais on a utilisé cette approche AWS Fast qui a été extrêmement efficace et extrêmement rapide. On a joué
4 fois le cycle, une fois pour une sandbox, pour tester l'ensemble du processus, la dev, la cale, et puis finalement ça s'est tellement bien passé, sous les conseils de Nicolas, on a décidé de ne pas faire de dry run, parce qu'on était tellement mature sur cette gestion de la migration qu'on est directement parti sur la prod le week-end de démarrage. Donc rapidement, donc, le projet, le planning entre la version initiale et la version que vous voyez ici, qui est le planning réel. La seule modification, c'est que la période de test a été beaucoup plus longue. La période de test, de mise à niveau des environnements a été beaucoup plus longue, donc fait par nos partenaires Teamwork, sur la nécessité de mettre à niveau. Alors c'était un choix aussi organisationnel, mais à part ces éléments-là, on avait annoncé un démarrage le 10 février, début septembre. On a tenu le démarrage le 10 février avec aucun souci majeur. Donc résultat en conclusion, effectivement, on a une facilité de mise en œuvre des environnements SAP. Ça c'est clair que ça a été extrêmement transparent. L'ensemble a été fait par Teamwork et CoreExpert. La mise à disponibilité des environnements SAP extrêmement transparent, extrêmement rapide, avec aucun problème de mise à disponibilité de ces environnements. On a fait des ateliers en début. Finalement, le projet, on devait le démarrer en septembre, on l'a démarré au mois d'août. On a démarré par des ateliers avec nos amis d'AWS. Et en fait, c'était extrêmement important parce que c'était un modèle très nouveau et ça nous a permis d'avoir du temps de s'approprier le modèle. Donc au lieu de démarrer tout de suite et puis avoir le projet juste derrière, courant août, on a eu quelques ateliers pour comprendre les connexions réseau, le mode de fonctionnement, les différentes infrastructures. Et ça nous a permis de bien s'approprier le modèle. Derrière, bien évidemment, on a eu un support de notre partenaire. Je pense que sans le partenaire, on n'aurait pas pu. On est beaucoup trop petit et on n'a pas la connaissance. Donc ça a permis d'assurer l'ensemble des fonctionnalités. En plus, avec une unicité, puisque CoreExpert fait partie du groupe Teamwork. Et CoreExpert a assuré la partie AWS et Teamwork nous a assuré toute la migration applicative. Donc on a eu quelques soucis sur notre ligne. Le seul souci majeur qu'on a eu, c'est grâce à l'opérateur historique qui n'a pas été capable de nous fournir une ligne au débit correct immédiatement. Donc pendant 3 semaines, on s'est arraché les cheveux. Mais une fois que ça a été réglé, on n'a eu vraiment aucun souci majeur. Et le dernier point, effectivement un peu sensible, c'est que le modèle économique reste très délicat. On a quand même beaucoup de mal à comprendre comment ça marche. Ça nécessite de passer du temps. Pendant le projet, il faut être un petit peu ouvert sur le fait qu'il faut mettre beaucoup de ressources et que ça peut coûter un petit peu plus cher que prévu. Néanmoins, à la fin, ça fait quelques pouillèmes, c'est quelques milliers d'euros de plus sur la totalité du projet. Donc il faut bénéficier de cette flexibilité pour pouvoir y aller. Mais ça reste le point délicat et le point sur lequel on va être sensible sur les prochaines années. Donc aujourd'hui, ça tourne bien. Et donc résultat, on a même un environnement qui est nettement meilleur. On a des temps de réponse nettement meilleurs, en particulier sur la partie BW. Donc on est effectivement content. Résultat, on va continuer le projet. La première étape donc, est terminée pour nous. On a fait cette migration ANA. Tous nos environnements sont sur AWS. Maintenant, il faut qu'on continue. Là, on a une solution transitoire. On est connecté via un VPN sur notre ligne. Il est important de continuer. On veut migrer tous les autres systèmes. On veut faire évoluer notre réseau d'entreprise pour que tous nos sites accèdent en direct sur AWS. Et on veut fermer notre data center actuel. Donc c'est le projet qu'on est en train de lancer. La cible, c'est d'avoir 100% de notre architecture sur AWS. On n'aura plus de soucis de maintenance, on ne s'occupera plus des infras. L'ensemble va être géré par AWS. On aura ce modèle économique délicat, mais qui est quand même performant en termes de coûts. Encore une fois, nous, on est une société française, donc tous nos environnements dev et qualité ne tournent pas la nuit, ne tournent pas le week-end. Seule la production tourne à 24/7. Donc on ne paye pas la nuit et les week-ends, donc c'est un modèle intéressant. On a une sécurité renforcée, je pense que c'est important par rapport à notre data center actuel. Et on a des possibilités de services complémentaires, ça a été un point important, offert par AWS. Et en parallèle, on va en profiter pour refaire notre réseau, donc qui est indispensable vis-à-vis de notre connexion avec AWS, parce qu'on veut que tous nos sites soient connectés en direct. Mais en plus, ça va nous permettre d'avoir un réseau beaucoup plus performant, aller sur des technologies que malheureusement aujourd'hui on n'utilise pas, comme la voix sur IP ou des visioconférences, et avoir petit à petit un réseau beaucoup plus performant. Donc ce projet, on va le lancer dans les semaines à venir. Ce sera un projet de 3 à 4 mois, on espère, avec un objectif fermeture du data center fin 2019. Voilà. Les 2 micros, s'il vous plaît. Vas-y, reste là. Merci beaucoup. Juste pour conclure, on est déjà bientôt dans le rouge en termes de timing. Donc Cloud is the new normal, je pense que le message de Thierry est important. En effet, les sociétés peuvent aujourd'hui héberger l'intégralité de workloads, même les workloads critiques sur la plateforme AWS.
Ça nécessite parfois de sortir un petit peu dans sa zone de confort, notamment sur la gestion des coûts, ce que Thierry mettait en avant. Pendant un projet, ça va arriver qu'on démarre plusieurs machines en parallèle, donc oui, à un moment, on va avoir quelques machines supplémentaires qui vont s'exécuter, mais c'est pour le confort du projet et c'est aussi pour aller plus vite vers la cible. Donc une fois qu'on est en production et une fois qu'on a pu sizer les environnements d'une bonne taille à la bonne taille, on retrouve un petit peu de sérénité. En effet, c'est compliqué, mais on y arrive, et c'est pour ça qu'il faut être accompagné d'AWS et d'un partenaire sur ces sujets. Et le dernier point, juste, qu'est-ce qui différencie AWS, et je vais citer les points, et je pense que Thierry pourra dire lesquels ont été importants pour lui. Donc on l'a dit, la sécurité. Je pense que celui-ci, il a été important pour toi. Nous, clairement, la sécurité, c'est un point effectivement important, même si on n'est pas dans une société militaire, etc. Mais le fait d'avoir un système sécurisé, surtout en termes de disponibilité, était effectivement un critère extrêmement important. Voilà. Donc la disponibilité, on est sur une société franco-française, mais vous avez accès à 3 zones de disponibilité dans la région de Paris, donc vous avez la capacité d'héberger encore une fois ces données sur différentes zones. La résilience, donc la capacité de supporter ce type de workload. Je pense que ça faisait partie des sujets qui t'inquiétaient aussi, Thierry. Nous, clairement, c'était important parce que nous, l'objectif majeur, SAP correspond à peu près à la moitié de notre système d'information. Donc le fait que vous soyez en capacité de l'accueillir était indispensable. Bien sûr. L'aspect migration et écosystème, comme on l'a dit, c'est un projet. C'est quelque chose sur lequel c'est important de se faire accompagner, encore une fois par AWS, mais aussi par nos partenaires. Donc là, comme on l'a vu, ça a été stratégique dans la migration qui a été réalisée. Ouais, je voudrais insister même là-dessus parce que je pense que c'est vraiment un élément clé. Y aller tout seul, je pense que c'est vraiment compliqué. Alors peut-être les grands groupes peuvent le faire, mais c'est vraiment compliqué. Ça nécessite quand même une gestion, un mode de raisonnement un peu différent. Donc je pense qu'effectivement les partenaires, comme CoreExpert ou d'autres, sont indispensables pour pouvoir réussir les projets de ce type-là, en fait. La plateforme robuste, intégrée, l'ensemble. L'idée derrière, c'est encore une fois, quand vous hébergez vos workloads, ne faites pas qu'héberger vos workloads, vous allez pouvoir tirer parti des services d'intelligence artificielle, de tous les autres services qui sont mis à disposition sur la plateforme. La partie innovation, c'est aussi un de tes choix d'aller sur cette plateforme. L'innovation, c'est nous aujourd'hui on n'en tire pas parti, mais clairement ça a été un différenciant en particulier en finale avec le prestataire qui restait. C'est le fait de pouvoir s'ouvrir des choses qu'on est incapable de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire n'importe quoi, ça coûte des serveurs, ça coûte des solutions, donc on ne le fait pas. Là, demain, intégrer dans notre système AWS, pour un week-end, pour une semaine, pour un mois, on peut faire un test d'IA, du machine learning, etc. Et donc j'espère bien en 2020 qu'on pouvoir bénéficier de tous ces services hyper nombreux. Ce sera bien sûr possible dès que ta migration sera terminée. Et le dernier point, il n'y a pas d'algorithme de compression pour l'expérience. Donc aujourd'hui, AWS a une longue expérience sur le cloud. Et je pense que c'est aussi ce qui a été stratégique dans ta décision. On a clairement pu le voir. C'est clair qu'on n'est pas les premiers à être hébergés chez vous. On n'est pas les premiers que CoreExpert et Teamwork ont migré chez vous. Donc c'est clair qu'on a pu en bénéficier. À l'arrivée, on voit bien qu'il n'y a pas de souci majeur. Super. Ça marche bien même. Merci beaucoup. Merci à Thierry, merci à vous. Merci. Et excellent summit et bon courage pour les autres sessions. Merci beaucoup. Ouais.